Oui, bien moi je vais vous raconter une histoire contemporaine des télécommunications. Alors, je vais commencer en 1974. Quelle était la situation en 1974 ? Eh bien, il n'y avait que 15% des ménages en France qui avaient le téléphone, c'est-à-dire deux fils de cuivre qui arrivent chez eux avec un téléphone relié à un commutateur. Dans les villes, il y a des centraux téléphoniques. Voilà. Et parce que la phase d'avant, c'était la demoiselle du téléphone. Il fallait appeler la demoiselle du téléphone pour qu'elle connecte, voilà, avec des cordons, pour faire les connexions. Donc, en 1974, il y avait déjà un début d'automatisation du réseau avec des autocommutateurs électromécaniques. Voilà. Donc, la France est sous-équipée en 1974 en télécommunications, mais c'est en train de se développer un peu partout dans le monde. Et on sent bien que dans chaque pays, ça se développe et que les réseaux nationaux aussi se développent, puisque dans les années qui ont précédé 1974, a eu lieu la première télécommunication par satellite entre les États-Unis et la France, Plumeur-Baudou, dans les Côtes-d'Armor. Et à l'époque, c'était les États-Unis et la France qui étaient en pointe sur les télécoms en termes de recherche, d'innovation. Et puis aussi, premier câble sous-marin, là, dans les années 50, carrément, entre la France et les États-Unis, un câble de cuivre. En parlant de cuivre, ce boom des télécoms a consommé beaucoup de cuivre, parce qu'il fallait emmener des paires téléphoniques chez chaque abonné, puis relier entre eux les centraux téléphoniques, aussi avec du cuivre. Et donc, le premier producteur au monde, c'était le Chili. Et il faut savoir qu'en 1971, les mines de cuivre ont été nationalisées. Et que 2 ans après, il y avait un coup d'État. Donc, 1974, on revient en France. Voilà, donc il faut de l'argent pour développer le téléphone. Et donc, cette année-là, c'était Giscard, tout frais, arrivé, après le décès de Georges Pompidou. Il décide que les dépenses publiques vont augmenter en 1974 de 12%. À l'époque, un gouvernement pouvait dire on va augmenter de 12% les dépenses publiques pour financer le téléphone et les autoroutes, notamment. Pas seulement, mais entre autres, ces dépenses. Voilà. Alors, pour ce qui est du téléphone, il y a eu un emprunt national. Voilà, donc il y a eu des intermédiaires financiers qui ont été créés, et puis un appel aux Français à financer, à prêter de l'argent, à faire un placement, en fait, avec des retours qui ont été assez intéressants en termes de taux d'intérêt, mais au passage, on a enrichi surtout des banquiers, des banques qui se sont créées à ce moment-là, enfin des établissements bancaires de financement de la Caisse nationale du téléphone. Au même moment, les grands constructeurs de matériel téléphonique, c'était ITT, Thomson et la CIT, qui est devenue après CIT Alcatel. Ils avaient pas mal progressé sur la commutation électromécanique, mais également ils commençaient à travailler sur la commutation temporelle électronique, puisque les petites composants électroniques avaient déjà vu le jour, mais c'était encore le balbutiement. Mais donc voilà. Donc rapidement, il est apparu le choix qui a été fait à cette époque-là, c'était qu'on allait installer partout des centraux téléphoniques de l'ancienne technologie qui était plus fiable, électromécanique. Et donc du coup, ce sont ITT et Thomson qui ont ramassé la mise, et donc des marchés, des milliards de francs pour construire des centraux téléphoniques un peu partout, et puis aussi pour emmener du câble, du cuivre chez chaque abonné. Alors à ce moment-là, il y a eu une grande grève dans les PTT, la grève de 1974, qui a duré 6 semaines. Les postiers et les télécommunicants de l'époque ont fait grève pendant 6 semaines pour que les contractuels deviennent fonctionnaires, titularisation, pour des augmentations de salaire et contre la privatisation des télécoms. Car à l'époque, ce qui avait été envisagé par Giscard et ses amis, c'est que les constructeurs de matériel de télécom pourraient devenir, pourquoi pas, eux-mêmes des exploitants du réseau, ou les opérateurs, comme on dit aujourd'hui. Et donc, cette hypothèse a existé dès l'année 1974, qu'il y ait une privatisation du téléphone. Et donc, il y a eu une grande grève de 6 semaines, ça a remis les pendules à l'heure, et donc les PTT sont restés les PTT. Ensuite,
il y a eu 1986, donc 12 ans après, ça y est, quasiment tout le monde avait le téléphone en France. Il y a eu vraiment un effort considérable d'accroissement du nombre de lignes principales pour équiper chaque foyer. C'était vraiment le grand boom du téléphone. Et donc on est arrivé dans les années 85-86, où la phase d'après pour le réseau téléphonique, c'était la numérisation du réseau, de la commutation temporelle. C'est-à-dire on allait remplacer les commutateurs avec des relais, si vous voulez, des relais, par des composants électroniques, puisque c'était là, du coup, parfaitement au point. Et donc, à cette nouvelle phase technologique, il y a eu une nouvelle perspective de profit, évidemment, le développement du numérique, voilà. Et donc, un ministre des PTT de l'époque, Gérard Longuet, a envisagé un projet de privatisation des télécoms. C'était en 1986. Et cette année-là, il a fallu une journée de grève carrée, comme on dit, où les 75% des gens des PTT étaient en grève le même jour. Et Longuet a dû rembarquer son projet. Donc il y a eu des résistances, vous voyez, en 1974, en 1986. Voilà. Donc... Ensuite, que s'est-il passé? Il a fallu miser sur le Parti socialiste, en fait, pour privatiser les PTT. Ça marche mieux avec les socialistes. Et donc, Paul Quillès, ancien député du Tarn, voilà, accompagné par la CFDT, voilà, a mis en place la séparation des postes et télécoms en créant 2 exploitants autonomes de droit public, La Poste et France Télécom. Ça s'est traduit également par des nouvelles règles de gestion du personnel, de plus en plus de type privé, des personnels qui restaient essentiellement fonctionnaires, mais avec de règles de gestion qui évoluaient vers une individualisation des carrières, en fait. Et donc, après, dans le paysage, on peut dire quand même, on peut citer 1992, traité de Maastricht, parce que quand même, voilà. À l'époque, moi je venais d'adhérer à la CGT, on avait mené une campagne syndicale contre le traité de Maastricht pour plein de raisons, mais dans ma profession, c'était également parce que Maastricht prévoyait qu'il était interdit d'avoir des monopoles publics. Ça faisait écho aussi à la loi antitrust aux États-Unis, avec le démantèlement de AT&T, où il y avait un monopole plutôt privé, là, mais sauf qu'il y avait une certaine efficacité malgré tout. Et donc ça a été éclaté dans les années 80, la création des Babybel, et ça a été un gros bordel. Parce qu'il y avait des compagnies locales de téléphonie, et parfois les commutateurs entre eux, parce que les Californiens peuvent parler entre eux, mais il faut bien qu'ils conversent aussi avec les Texans, par exemple. Mais la compagnie texane et la compagnie californienne avaient des machines pas compatibles entre elles. Et donc, c'était un gros bordel, comme quoi le monopole public est quand même nettement plus intéressant. Et donc, voilà, donc, monopole public, c'est interdit, ce sont des trusts, ce sont des positions dominantes, c'est abusif, le marché libre n'est pas réalisé, donc ça c'était quand même très présent dans le traité de Maastricht. Et donc on le voit bien aussi, l'autre motivation, c'est faire du fric, quand même. Les télécoms, c'est une affaire très capitalistique, il faut amener des capitaux au départ, mais une fois qu'on a investi, ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis il y a aussi le contrôle d'un secteur stratégique, ça c'est peut-être une troisième motivation, le marché, le profit et la stratégie. Je pense que ça s'ajoute aussi comme motivation pour privatiser. Voilà, alors, il y a eu Maastricht, et puis après en 94-95, il y a eu le début des restructurations permanentes à France Télécom. En fait, en 94-95, ils ont mis un système où les gens ont perdu tous leurs repères dans l'entreprise, pardon, dans l'établissement public. Dans l'établissement public France Télécom, ça a été le réingéniering. On a bougé les gens, on les a fait déménager, on a coupé des services, on les a fait fusionner avec d'autres, personne ne s'y retrouvait plus, des déménagements, des mobilités imposées, et au passage, ça a pas mal cassé aussi les sections syndicales qui reposaient sur une certaine stabilité des communautés de travail. En 96, donc l'année d'après, 96 qui est au pouvoir, c'est Chirac,
Fillon est ministre des PTT, François Fillon. Et donc en 96, il y a 2 lois Fillon, une qui transforme France Télécom en société anonyme, et une deuxième loi Fillon qui impose la concurrence dans le secteur des télécoms et qui prépare l'arrivée de nouveaux exploitants ou opérateurs. Mais il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale en début 2017. Et donc, qu'allait faire la gauche plurielle venant après Chirac, enfin Chirac était toujours président d'ailleurs, mais qu'a fait la gauche plurielle après le départ de Fillon, hein? Eh bien, elle a continué le processus qui était en cours avec la privatisation partielle de France Télécom en septembre 97, et puis préparer l'arrivée de la concurrence. Et donc là, ça a été un sacré bazar. C'était une période tout à fait particulière, puisque, je reviens un petit peu sur la technologie, qu'est-ce qui était en train de monter à ce moment-là? 2 choses, la téléphonie mobile et Internet. Internet qui avait été expérimenté dans les années 70, on s'était dit, relier 2 ordinateurs entre eux, ce serait quand même pas mal. Hein. Et donc, la technologie a évolué, et donc c'était mûr dans les années 90. Et donc, c'est à ce moment-là que partout dans le monde, il y a eu une grande spéculation sur Internet. Il y a eu la bulle Internet qui a explosé en 2000. Je vais y revenir. Mais donc, en 97, voilà, donc il y a la privatisation. Il y a eu quelques luttes, évidemment, il y a eu des grèves, mais ça a été peu suivi. La CFDT était contre la grève. Et c'est une période où avait émergé le syndicat Sud aux télécoms. Donc c'est beaucoup la CGT et Sud qui ont mené la bataille. Mais on était lâchés de toutes parts, et notamment par des partis politiques de gauche qui étaient au gouvernement. Voilà, donc là, c'était quelque chose d'assez douloureux. Quelques années après, alors il faut bien voir que dans les télécommunications, on est passé d'un monopole public à un oligopole privé, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouveaux entrants, Bouygues Télécom, SFR principalement. Et donc il a fallu les aider, car c'est assez artificiel de passer d'un monopole naturel à cette situation-là. Donc ils se sont beaucoup servis au début du réseau de France Télécom pour faire leur business. Et petit à petit, ils ont construit des éléments de réseau. Quelques années après, en l'an 2000, France Télécom a acheté une entreprise britannique qui s'appelait, mais qui s'appelle toujours d'ailleurs, Orange. Voilà. Ça a été acheté au moment du sommet de la bulle spéculative, c'est-à-dire très très cher. Et donc à ce moment-là, France Télécom a fait des choix extrêmement bizarres d'acheter des entreprises de télécommunications étrangères au moment où c'était le plus cher. En Allemagne, Mobilcom, et puis surtout Orange en Angleterre. Et donc France Télécom est devenue l'entreprise la plus endettée au monde. Voilà. Et donc c'était 60 milliards d'euros, 400 milliards de francs. C'était à l'époque de Michel Bon, non? Oui, c'était l'époque de Michel Bon. Voilà, Michel Bon. Et donc, voilà. Alors à ce moment-là, oui, alors ce qui s'était mis en place aussi, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Le gendarme de la concurrence. Il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas une position dominante de France Télécom par rapport aux autres. Donc il y a ça. Il y a l'achat d'Orange, et puis il y a la négociation de la convention collective nationale des télécoms, puisque chez France Télécom, on embauche de plus en plus des gens de droit privé, et puis c'est la même chose évidemment chez Bouygues et SFR et chez les autres. On n'embauche pas de fonctionnaires, bien sûr, on embauche du droit privé, donc il fallait une convention collective, donc ça a occupé un petit peu aussi les syndicalistes à cette époque-là. Voilà, en 2002, donc France Télécom, l'entreprise la plus endettée au monde, prend un nouveau président-directeur général, Thierry Breton, voilà, qui est arrivé de Thomson, avant d'aller ensuite à Bercy, comme directeur de cabinet de qui vous savez, Madame Lagarde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Breton? Il fait un plan d'ajustement structurel pour réduire la dette, pour qu'elle passe de 60 milliards à 15 milliards. Et donc, ça a été vraiment un plan de destruction de l'emploi
de renégociation avec les établissements financiers, évidemment, et puis aussi de réduction des coûts, tous les achats, tout ce qu'on a pu externaliser, etc. Ça a été vraiment des politiques de réduction des coûts et extrêmement violents. Et c'est de là que date la grande souffrance au travail à France Télécom, du temps de Monsieur Thierry Breton. Voilà. Donc l'année d'après, 2003, il y avait une loi de privatisation totale de France Télécom, un petit peu comme on a pour ADP en ce moment, c'est-à-dire passer sous les 50%. Et puis d'un point de vue technologique, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On faisait de plus en plus d'Internet, mais aussi de télé, d'Internet et de téléphonie sur IP, enfin la triple play, vous savez, les box, les live box, voilà. Et donc France Télécom avait pris un petit peu d'avance sur la technologie et voulait mettre sur le marché une live box très performante. Mais l'ART, l'autorité de régulation des télécoms, a empêché France Télécom de le commercialiser car c'était un abus de position dominante. Et donc la concurrence a freiné l'innovation, on en a eu une preuve à ce moment-là. Donc voilà, là c'est 2003. Ensuite, 2005, bon, vous savez, il y a eu un référendum en 2005, ça a pesé un petit peu dans le paysage. On a reparlé de l'Union européenne beaucoup cette année-là, et des premiers effets aux télécoms, par exemple. Et puis, c'est aussi l'année où ont été mis en place les instances représentatives du personnel de droit privé à France Télécom. France Télécom qui avait acheté Orange, souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était une filiale Orange. Il a fallu attendre des années pour que France Télécom change de nom et devienne l'entreprise Orange d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier non plus l'année 2009. L'année 2009, c'était à la fois une année de médiatisation des suicides, mais il y en avait déjà au moins depuis l'année 2004, depuis 5 ans déjà, il y avait des suicides. Mais pas que des suicides, des dépressions, des maladies, des accidents. Voilà, et donc 2009, c'était aussi l'année de privatisation de La Poste. L'établissement public La Poste est devenu une société anonyme, La Poste, en 2009, avant d'être pour un effet effectif, opérationnel, au 1er janvier 2010. Voilà, donc Lombard a été remplacé par Stéphane Richard. Je n'ai pas de lien avec cette personne, je le dis de suite. Monsieur Lombard, oui. Stéphane Richard est arrivé aux commandes après le scandale des suicides, etc., tout le discrédit de la direction générale de l'entreprise à cette époque-là. Richard, qui est arrivé de Bercy. Voilà. Monsieur Stéphane Richard, il est arrivé de Bercy, chef de cabinet de Christine Lagarde, que j'ai attribué tout à l'heure à quelqu'un d'autre, je me suis trompé. Voilà, Thierry Breton, il a été ministre de l'économie et non pas chef d'IRCAB. Voilà. Ouais, ils sont un peu interchangeables. On en parlera tout à l'heure sur les questions de la fonction publique d'ailleurs. Donc, voilà, La Poste, est-ce que j'en parle? Mais la Poste, ça faisait très longtemps qu'il y avait beaucoup de personnel privé embauché à La Poste pour remplacer les fonctionnaires, et ça a basculé d'ailleurs. Il y a plus de personnel de droit privé que de fonctionnaires aujourd'hui à La Poste, mais par contre c'est pas encore entré en bourse, La Poste c'est pas encore privatisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des hésitations sur la rentabilité globale de La Poste, non pas sur l'activité colis qui est rentable, non pas sur la banque postale qui est rentable, mais sur l'activité courrier. Le courrier, ça n'a jamais été fait pour être rentable. Et c'est pour ça que là, ça se fait à marche forcée. Ils sont en train de transformer les métiers de La Poste, de la distribution, pour que La Poste devienne une entreprise multiservice, et non plus distribuer simplement du courrier. Voilà. Et puis donc, je terminerai en disant qu'en 2019, il y a eu le procès de Didier Lombard et de 8 autres dirigeants de France Télécom. On attend le verdict en décembre, dans un mois. Mais on voit bien que tout cela a été fait au nom du profit, au nom d'une idéologie également qui est le marché libre et non faussé, ce qui est très artificiel dans le secteur des télécoms,
parce que fabriquer plusieurs réseaux les uns à côté des autres, ça fait des surcoûts, des surinvestissements par endroit. La fibre optique, par exemple, hein. Il y a des endroits où il y a trop de fibre optique, ils sont en concurrence les uns les autres, ils offrent de la fibre optique, mais il y a de la fibre optique installée, mais il y en a trop. Et puis en milieu rural, il n'y a pas de fibre optique, hein, et donc ça crée vraiment, vous voyez, cette logique du profit et des réseaux qui se concurrencent les uns avec les autres. C'est quelque chose d'assez inefficace, d'autant plus qu'il faut bien les interconnecter, ces réseaux, entre eux, etc. Donc ça, c'est quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, hein, en termes d'efficace, en termes de réseau. Donc je terminerai par dire que aujourd'hui, la France est un nain au niveau du secteur des télécoms, un nain au niveau mondial. On a laissé partir Alcatel, on a cassé le centre de recherche des télécoms, le CNET, et voilà, donc maintenant on est à la remorque, hein, on est un pays sous-développé, hein, peut-être pas en termes d'installation de télécommunications, mais en termes d'innovation, de recherche, etc. Tout ce qu'on sait, c'est mettre des développeurs, des informaticiens pour trouver des logiciels, pour trouver des nouveaux services, hein, voilà, des nouvelles applis, etc. Ça, on sait faire. Mais construire du matériel, on ne sait plus faire, etc. Et puis je dirais qu'on est passé des années 90, on était 160 000 dans la grande maison France Télécom. Aujourd'hui, on n'est plus que 80 000. Sauf que dans la multinationale Orange, aujourd'hui, on est toujours 160 000. 80 000 en France, 80 000 à l'étranger, puisque la moitié du chiffre d'affaires de France Télécom Orange, maintenant, est réalisé à l'étranger. Donc, il est bien évident qu'il y a une logique capitaliste qui a existé depuis des décennies, hein, mais que depuis le processus Maastricht, on va dire, il y a eu vraiment une accélération, hein, du processus de privatisation. Et donc, le fabuleux marché qui arrivait avec les mobiles, avec Internet, etc., il fallait absolument que ce soit la propriété d'entreprises privatisées, privées, et non pas dans un établissement public, car ça aurait fait très mauvais genre, hein, par rapport aux investisseurs privés qui veulent se saisir de tous les secteurs, hein, que ce soit le transport, l'énergie, les télécoms, la poste, etc. Tous les réseaux doivent passer au privé. Il faut casser partout les monopoles privés. Et donc tout ça, c'est un grand gâchis humain, technologique et financier. On l'a bien vu aussi avec la bulle Internet qui avait éclaté en 2000, avec là aussi, c'était très douloureux. Merci pour votre écoute. Et puis, il faut aller à la reconquête, hein, voilà, recréer un monopole public et aller vers la nationalisation totale d'Orange.